Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1073 de One Piece, un chapitre juste légendaire. Là on le sent, on est dans la saga finale, tout est en train de se mettre en place, toutes les plus grosses pointures de One Piece sont en train de bouger et on a un chapitre juste masterclass. En tout cas n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, à vous abonner si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous, activez bien les notifications et je le souligne vraiment, abonnez-vous parce que franchement ici on parle de One Piece chaque semaine, on est des gros fans de One Piece. Et dans cette review là, restez bien jusqu'au bout parce que va y avoir beaucoup de choses à dire. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire ton avis sur le chapitre. Tu peux également mettre une note sur 10. Je te dis c'est parti, let's go. Bon, rappelez-vous, on a vu une révélation de fou dans le dernier chapitre. Stussy n'était autre que le clone de Miss Buckingham de l'ancien équipage des Rocks. Et c'est pas tout parce qu'en plus de ça, elle avait réussi à endormir Kaku juste en le mordant. Et maintenant elle va affronter Rob Lucci. Oui, on a le combat Stussy Rob Lucci, combat finalement très court parce qu'on a donc Stussy qui va utiliser la technique Kamie Zachin et qui va tout simplement créer des illusions. Donc Rob Lucci va attaquer les illusions et va se faire avoir assez facilement. Il n'y a pas de réelle confrontation parce qu'en fait Stussy est au courant de la puissance des vrais membres du CP0 et donc elle va chercher à éviter la confrontation et elle va tout simplement utiliser un rouge à lèvres avec du granit marin. Alors là c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on avait Smoker qui avait sur le bout de son arme aussi du granit marin pour combattre les pirates avec des fruits du démon. Et là c'est la même chose, on a Stussy qui va utiliser son rouge à lèvres avec du coup du granit marin qui permettra du coup d'endormir Rob Lucci, tout comme ça a été le cas avec Kaku. Et en plus de ça ils ne pourront pas bouger pendant un petit moment. Et là on peut se poser plusieurs questions. La première question c'est est-ce que ce rouge à lèvres là c'est aussi celui qu'elle met sur ses lèvres? Dans ce cas là en fait c'est pas un fruit du démon, on parle bien d'autre chose que d'un fruit du démon, peut-être un véritable vampire, donc à voir. Donc est-ce que c'est réellement la race des vampires qui vient d'être inclus? Est-ce que vraiment le clan des vampires vient d'apparaître dans One Piece? Et effectivement on peut faire le rapprochement avec Dracul Mihawk, hein, voilà. Serait-il réellement un vampire? Peut-être. Peut-être qu'il n'a juste que de nom, voilà, le nom ressemblant à Dracula, voilà, t'as capté. Mais en tout cas c'est hyper intéressant parce que du coup ceci n'a pas de fruit du démon. En revanche si par contre du coup c'est pas le même rouge à lèvres qu'elle se met sur les lèvres, bon c'est peut-être un fruit du démon. Encore une fois dur à dire parce que dans le chapitre en tout cas elle a pas l'air de mettre le rouge à lèvres, elle fait que l'utiliser dans le coup de Rob Lucci pour l'immobiliser et pour pas qu'il utilise son fruit du démon. Donc à voir, est-ce que c'est un fruit du démon, est-ce que c'est pas un fruit du démon, est-ce que c'est réellement un vampire? En vrai tout dépend de si elle a bien utilisé ce rouge à lèvres là sur ses lèvres. Bon, on apprend également que c'est bien elle, l'allié de Vegapunk. Oui, rappelez-vous, il avait appelé quelqu'un, beaucoup de gens parlaient de Gaban et tout. Non, c'est bel et bien Stussy finalement, voilà, ça se confirme. Et effectivement, c'était pas prévu qu'elle aille dans le CP0. Donc du coup, déjà ça fait plus de 20 ans, c'est resté une alliée de Vegapunk. Mais surtout, le fait qu'elle infiltre le CP0, à la base c'était même pas prévu, ça s'est fait juste comme ça. Sauf que, encore une fois, il y a un problème qui va se poser parce que Stussy est au même niveau dans la hiérarchie de contrôle des Séraphins que les autres membres du CP0, donc que Rob Lucci, donc elle ne peut pas prendre le contrôle des Séraphins. Donc là ça va être à Vegapunk d'agir parce que Vegapunk actuellement sur l'île pour l'instant est le seul qui peut les contrôler. Du coup on va avoir deux des Vegapunk qui vont arriver, donc on va avoir Lilith ainsi que Edison. Et là encore une fois les Séraphins qui vont entrer en jeu et on a donc Brook ainsi que Zoro qui sont en mode c'est bizarre, ces Séraphins me disent quelque chose. Oui, en même temps ils ont littéralement la même tête que les Shichibukai, donc il y a de quoi se dire ouais il ressemble à quelqu'un que tu connais, ouais Zoro, surtout toi Zoro. Surtout toi Zoro. En tout cas du coup on a Lilith qui va essayer de reprendre le contrôle des Séraphins en leur disant d'arrêter. Mais malheureusement le problème c'est que voilà, on a notre Séraphin Mihawk qui va débarquer pour mettre une raclée à Lilith, pour l'empêcher déjà de donner un ordre, mais parce que tout simplement il a reçu l'ordre pour l'instant de Rob Lucci de tous les tuer, de se débarrasser d'eux. Et là du coup on a Zoro qui vient s'interposer pour affronter directement le Séraphin Mihawk. La confrontation tant attendue Mihawk Zoro, voilà, là on l'a mais en mode Séraphin pour Mihawk. On ne connaît pas la réelle puissance d'un Séraphin vis-à-vis du vrai. On peut se douter que pour l'instant il n'est pas arrivé à maturité parce que je rappelle qu'ils peuvent grandir et évoluer. Donc pour le moment il est clairement pas au niveau je pense d'un Mihawk, mais en tout cas il doit être assez balèze. Et c'est juste marrant de voir que justement celui qui va affronter Zoro n'est autre que le Séraphin de Mihawk, hein, voilà, sachant que Mihawk est l'objectif de Zoro. Donc franchement excellent la petite confrontation. Et d'ailleurs on a le Séraphin Mihawk qui semble surpris de la force de Zoro, voilà. En même temps on a le second Daihanko et en fait on a Zoro qui dit un truc hyper intéressant, que plus il le voit, plus il voit de l'humanité en lui. Donc ça c'est hyper intéressant parce que ce sont plus les pacifistas en mode Kuma de l'époque. Là on a des humains, enfin des robots créés mais
qui ont quand même une part de volonté, qui ont quand même leur propre prise de décision, leur propre conscience. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est limite comme s'il avait créé Vegapunk de vrais humains en créant les séraphins. Parce que Kuma n'avait plus aucune volonté, était dénué de volonté, là où c'est pas du tout le cas des séraphins. Bref, petite confrontation qui fait plaisir, et de l'autre côté, donc on a Edison qui va leur dire d'arrêter pour essayer de reprendre le contrôle. Alors heureusement, ça va marcher, ils vont s'arrêter. Par contre, c'était juste heureusement que Sanji est arrivé pour le sauver. Parce que le séraphin Jinbei était prêt littéralement à se débarrasser du Vegapunk Edison. Bon, en tout cas, ils ont réussi à les arrêter, voilà, il a réussi, donc Edison a donné son ordre, donc les séraphins sont maintenant du côté de Zoro et de Vegapunk. Franchement, je le dis, je le redis, mais je surkiffe le design des séraphins. Que ce soit donc du coup Kuma, Boa, le mini-hawk, le séraphin mi-hawk et tout, même Jinbei, franchement je kiffe le design des séraphins. Bon, en tout cas c'est pratique parce que maintenant ils ont les séraphins de leur côté. Par contre on va accueillir un nouveau membre dans l'équipage, ne serait-ce que temporairement, tout simplement parce qu'on a donc du coup Stussy qui va monter à bord du bateau elle aussi. Oui, ça fait beaucoup de monde, faut emporter tous les Vegapunk, faut emporter Stussy, faut emporter Bonnet, faut emporter Vegapunk, le vrai aussi, faudra emporter sûrement les séraphins parce que du coup les séraphins maintenant sont de leur côté, ils vont pas les laisser ici. Pour l'instant ça fait du monde à mettre sur le Sunny là. En tout cas je suis content parce que pour moi Stussy je la kiffe, voilà, franchement j'adore son design, elle est très cool et tout. Et donc je suis content qu'elle puisse rejoindre ne serait-ce qu'un petit peu l'aventure, même si tout ne va pas se passer comme prévu parce que vu ce qui arrive, on va en parler après, c'est énorme. En tout cas du côté de Luffy, bah ils sont toujours en train de chercher Bonnet et Vegapunk parce que oui, Bonnet est parti à la poursuite de Vegapunk et donc bah du coup forcément Vegapunk a disparu, Bonnet aussi, ne peuvent plus les emmener, ils ne peuvent pas partir tant qu'ils les ont pas retrouvés. Alors bon, on n'aura pas Bonnet et Vegapunk dans le chapitre, donc la vérité sur Kuma, ça sera dans les prochains chapitres, mais je pense qu'on l'aura. Maintenant, il y a un truc qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a marqué cependant un événement va se produire, la disparition de Vegapunk. Est-ce qu'il parle juste du fait que Vegapunk a disparu maintenant, ou est-ce qu'il parle vraiment de plus tard, mais disparu dans le sens il va se faire kidnapper par quelqu'un ou je ne sais quoi. Maintenant, on va revenir directement sur l'île du Sphinx. Oui, je vous ai dit, on a trop de dingueries dans ce chapitre-là. On va retourner sur l'île du Sphinx, la terre natale de Barbe Blanche, avec la marine qui s'est pointée pendant que Marco était à Wano Kuni. Bien évidemment que des lâches, voilà, il faut qu'ils attaquent le village de Barbe Blanche quand il n'y a personne, voilà, quand Marco est parti. Quelle bande de lâches la marine comme d'habitude. Et ils ont débarqué comme si c'était des pirates pour voler tous les trésors de Barbe Blanche. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils étaient prêts à anéantir le village, à tuer les enfants du village, à tuer tout le monde dans ce village juste pour retrouver le trésor. Maintenant, faut qu'on fasse une petite parenthèse. Le gars là, le gars de la marine que je vous montre à l'écran là, avec ses petites moustaches là, c'est qui? C'est Mezumi ou c'est un mec de la famille de Mezumi? Rappelez-vous celui qui faisait donc du coup un business avec Arlong à l'époque. Désolé, là, c'est pas possible, il fait partie de sa famille, il est aussi pourri, c'est un enfoiré, il a les mêmes moustaches, désolé, le gars, tu vas pas me dire qu'il est pas de la famille de Mezumi, hein. Je vous jure, cette famille-là, mais elle est détestable, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans la marine? Mais heureusement, on a un perso, encore une fois, je vous le dis, le chapitre est fou, il se passe beaucoup de choses, il est hyper complet. On a Weeble qui va débarquer, Weeble qui est ici pour protéger la terre natale de Barbe Blanche, en tant qu'autoproclamé fils de Barbe Blanche, et peut-être qu'il est vraiment le fils de Barbe Blanche, on va en parler juste après. En tout cas, il est arrivé, il a mis une raclée à la marine, donc la marine s'est cassée. Franchement, juste énorme. Il est vraiment là pour protéger le village. Et ça, je trouve ça super cool. Et je pense qu'on aura plus tard justement des éléments de réponse par rapport à Weeble. Parce que, première chose, déjà, Weeble s'est fait capturer par un amiral et par Ryokugyu. Et là c'est intéressant parce que Ryokugyu, pour moi, depuis qu'il a débarqué à Wano Kuni et que Shanks justement l'a fait fuir avec son Haki des rois à distance, le problème c'est que ça a décrédibilisé l'amiral Ryokugyu qui finalement a été accusé par quasiment toute la communauté d'être une grosse fraude. Mais rien que le fait qu'il arrive à arrêter Weeble, finalement ça le rend quand même assez fort. Et ça montre juste une chose, c'est que Shanks était à un level bien au-dessus. Voilà, tout simplement parce que Weeble est quand même très puissant et l'amiral a réussi à le battre. Donc franchement, ça montre que Ryokugyu n'est pas si à prendre à la légère que ça. En tout cas, Marco, lui, il est revenu de Wano Kuni sur Sphinx et forcément, il va apprendre ce qu'a fait Weeble. Et on a donc Miss Buckingham. Oui, Miss Stussy Buckingham, ancienne membre des Rocks. Oui, la mère de Weeble est confirmée comme ancien membre des Rocks, donc voilà, ça c'est sûr, donc c'est à dire qu'elle est vivante, mais il y a quand même son clone à côté, donc voilà, on peut avoir un clone d'une personne vivante, il n'y a pas de souci là-dessus, et donc du coup, très intéressant, on va remettre bien sûr en avant l'équipage des Rocks, je vous refais pas ma théorie des clones de l'équipage des Rocks, allez voir ma dernière review, mais là où c'est intéressant, c'est que encore une fois, on a donc Bakin, alias Stussy Buckingham, qui était donc dans l'équipage des Rocks, donc Barbe Blanche y était aussi, donc il y a de fortes chances
que les deux aient pu avoir un enfant pendant le voyage, on va dire, sur la mer. Et elle demande deux choses à Marco. Première chose, aller sauver Weeble, parce qu'il a quand même protégé le village de la marine, donc déjà il faut aller le sauver. Et deuxième chose, c'est qu'il hérite, donc du coup, de l'héritage de Barbe Blanche. Encore une fois, Marco est hésitant là-dessus, et elle est en mode, si tu veux savoir la vérité, si tu doutes de la lignée de mon fils, ben va demander direct à Vegapunk. Donc c'est intéressant, donc plusieurs théories, soit effectivement, bah du coup c'est vraiment le fils de Barbe Blanche, soit c'est bien un clone de Barbe Blanche, enfin en tout cas de son fils, en tout cas créé pour être son fils par Vegapunk, ou alors Barbe Blanche ne pouvait pas avoir d'enfant, et donc du coup, bah, ou elle pouvait pas avoir d'enfant, enfin je ne sais quoi, peu importe, et donc du coup c'est Vegapunk qui a aidé à avoir un enfant, je sais pas. En tout cas, dans tous les cas, Vegapunk est au courant de quelque chose, donc clone ou pas clone, dans tous les cas, il y a un lien avec Barbe Blanche, et c'est potentiellement son fils, ou le clone de son fils, ou en tout cas son clone, ou le clone de Barbe Blanche. Maintenant on passe à la dernière partie, encore une fois, une masterclass. On a donc Kizaru, toujours en mer, qui arrive, mais il n'est pas tout seul, il est avec G. Garcia Saturne, l'un des membres du Gorosei. Oui, on parle de celui qui a la cicatrice et les Drakelocks. Franchement, très cool, parce que c'est la première fois depuis le début de One Piece en 1073 chapitres que le Gorosei se déplace de sa chambre. Voilà, qu'il sorte du bâtiment du gouvernement mondial, qu'il sorte de Marie-Joise. C'est la première fois. Ça veut dire que là, on est sur un événement majeur. On n'est pas sur un événement anodin. On est sur quelque chose qui a poussé le Gorosei à sortir quand même. Et donc là, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que peut-être chacun des membres du Gorosei a un nom de planète? Donc voilà, on a Saturne pour lui. Et peut-être qu'on aura d'autres noms de planètes. Donc voilà, donc 5 noms de planètes différentes. Mais surtout, est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec les armes antiques qui eux aussi ont des noms de planètes comme Pluton ou encore Uranus? Bon, après il y a Poséidon qui est un peu l'exception, on n'est pas forcément le nom d'une planète, mais dans tous les cas, j'ai hâte de savoir s'il y a peut-être potentiellement un lien entre ça. Mais donc si on a Saturne là, pourquoi on n'aurait pas peut-être Jupiter ou je ne sais quoi pour les autres doyens, pour les autres membres du Gorosei? C'est tout à fait possible. Bref, maintenant plusieurs questions peuvent se poser. Pourquoi est-ce qu'il est avec Kizaru pour aller justement sur Egghead? Donc la première raison pourrait tout simplement reprendre le contrôle des Séraphins, vu qu'il est au-dessus dans la hiérarchie que Vegapunk. Deuxièmement, ça pourrait être pour le fruit du démon de Luffy, pour le Ito Itonomi modèle Nika, et peut-être même qu'il est aussi là pour Vegapunk. Donc voilà, pour moi ça c'est les trois raisons: Vegapunk, Luffy et son fruit, ainsi que le contrôle des Séraphins. D'ailleurs c'est aussi intéressant parce qu'on apprend que ce membre du Gorosei en fait a déjà rencontré Vegapunk une fois. Maintenant reste à savoir dans quelles conditions, mais en tout cas vraiment c'est assez cool, on a pas mal d'informations. Et la deuxième question qui peut se poser: est-il un combattant? Est-il un combattant parce qu'il a une cicatrice? Comment se l'est-elle faite? Qui lui a faite? Est-ce que c'est lors d'un précédent combat à l'époque? Peut-être que je sais pas, à l'époque il combattait ou je ne sais quoi, donc on verra. Ou alors c'est pas du tout un combattant, il est vraiment là pour autre chose, il est pas du tout là pour combattre. Dans tous les cas aussi il est accompagné de Kizaru, et tu sens que c'est quelqu'un d'important, tu vois. Déjà c'est l'un des membres du Gorosei, mais bon il faut vérifier que les boissons, la nourriture c'est pas empoisonné avant qu'il boit et tout. Donc franchement incroyable ce chapitre, il se passe mais tellement de choses, c'est tellement complet que franchement c'est juste énorme. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce chapitre de dingue, c'est incroyable. Luffy qui cherche Bonnet et Vegapunk, on a donc du coup Stussy, la vérité, le combat contre Rob Lucci, le combat Zoro contre Mihawk, Mini Mihawk, hein, c'est mode Séraphin, on a donc du coup toutes les révélations avec Weeble, avec Ryukugyu, Kizaru, le Gorosei, c'est trop vraiment, depuis qu'on est entré dans la saga finale de One Piece, on mange très bien. En tout cas n'hésite pas à liker un maximum la vidéo, c'est hyper important, allez pourquoi pas 1000 likes pour me soutenir, vraiment je compte sur vous. Abonnez-vous si vous aimez One Piece, je vous le dis, activez les notifications, on parle de One Piece chaque semaine, comme ça si tu veux être au courant dès que la vidéo sort, t'actives tes notifications, tu t'abonnes, et franchement bah voilà, tu vas te faire kiffer, on fait des reviews comme ça et tout, et on parle de One Piece régulièrement parce qu'on adore One Piece sur la chaîne. En tout cas, moi je te dis à très bientôt. Malheureusement je crois qu'il pose la semaine prochaine, donc dans 2 semaines. Ah ça fait mal. En tout cas je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde. Ah oui n'hésite pas, dis-moi en commentaire ton avis, mets une note sur 10. Allez, ciao tout le monde.